Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Bani pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Bani, c'est une ère nouvelle. Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Bani pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Bani, c'est une ère nouvelle. Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Bani pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Bani, c'est une ère nouvelle. Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Bani pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Bani, c'est une ère nouvelle. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais d'abord vous inviter à vous joindre à moi pour observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution de la démocratie depuis les dernières législatives et municipales et à cela ajouter les victimes depuis le 7 août 2020. Je vous remercie. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'était le 1er janvier dernier, du haut de cette même chaire ici, pendant mes meilleurs vœux à la nation, j'ai aussi abordé le sujet très important des élections de 2020. Aujourd'hui, 15 août 2020, nous ne sommes qu'à 62 jours de ce fatidique rendez-vous de notre histoire, car le peuple ira aux urnes pour choisir un nouveau président après 10 ans. C'est donc sous cet angle que je vais vous entretenir à ce moment précis.
Il y a exactement 2 ans, 7 mois et 1 jour, j'ai déclaré ma candidature pour la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'était le 15 janvier 2018. Par la suite, durant les temps qui ont suivi, j'ai reçu de nombreux messages, l'expression de votre soutien, de vos prières et bénédictions. Permettez-moi de partager 4 de ces messages. Le premier message vient d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire et il écrit: « Cher frère candidat, tu as mon soutien. Et je pense qu'à travers toi, la voix du peuple sera portée au haut. C'est pourquoi tous les fils et toutes les filles de ce brave peuple, meurtris et humiliés sur la terre de leurs ancêtres, doivent apporter leur soutien afin que tu ailles loin dans cette élection présidentielle. » Le deuxième message vient d'une Ivoirienne en Angleterre et elle écrit: « Est-ce que toutes les conditions sont-elles réunies pour aller aux élections ?» Le troisième message vient d'un Ivoirien à Atlanta en Géorgie et il écrit: « Vous soutenez le report des élections, avez-vous changé de position ?» Et le quatrième message enfin vient d'une Ivoirienne en France et elle écrit: « Je voudrais savoir quel est votre programme de gouvernement. » Je voudrais donc, du fond du cœur, remercier tout le monde, car il est bon de rappeler qu'il y a 8 jours, la Côte d'Ivoire, notre pays, a célébré 60 ans d'indépendance. En effet, il y a 60 ans, un grand homme de notre grand pays a doté à la Côte d'Ivoire de 2 grands symboles: une déclaration d'indépendance et une constitution. Sous la présidence du général de Gaulle, des progrès politiques et économiques ont été réalisés en Afrique noire. Le général de Gaulle a réalisé une nouvelle constitution qui changeait les rapports entre la France et les territoires d'outre-mer d'Afrique noire. Ceux-ci deviennent des républiques autonomes unies à la France dans le cadre d'une communauté. Je mets le mot communauté entre guillemets. Un référendum fut organisé simultanément en France et en Afrique. Le 28 septembre 1958, tous les territoires d'Afrique noire répondirent oui, sauf la Guinée qui vota non, mais qui accéda aussi à l'indépendance. Il est très important de comprendre, il est très important, dis-je, de comprendre cette partie de l'histoire, car de cela dépend l'avenir de notre pays et les successions d'événements que nous ne comprenons pas et rejetons aujourd'hui. Retenons que la Côte d'Ivoire, notre pays, ainsi que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Togo, etc., ont dit oui à 99,99% à ce référendum. C'est un genre de contrat entre la France et nous. C'est un genre de contrat entre la France et l'Afrique. Et un contrat, il a des droits et des obligations. Même si parfois il y a des violations dans ces termes. Nous savons que ce ne sont pas tous les présidents français qui se sont succédés qui ont respecté les termes de ce contrat. Mais nous n'ignorons pas non plus que les intentions du général de Gaulle étaient bonnes. Nous n'ignorons pas qu'il y a de bons Français qui ont permis à notre pays d'arriver aujourd'hui là où il est, car il y a 25 ans, la Côte d'Ivoire était en avance sur ses pairs en Afrique et même sur la Corée du Sud. Les policiers qui doivent assurer notre sécurité et notre protection, parfois il y en a qui violent la loi. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays dans ce prédicament. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays dans ce genre de contrat, car l'Inde, la Chine et même les États-Unis se sont battus contre l'Angleterre pour obtenir leur indépendance. Nous savons que les Anglais, à un moment donné, ont brûlé la Maison Blanche pour la rendre en cendres. Je répète, à un moment donné, les Anglais ont brûlé la Maison Blanche pour la rendre en cendres. Donc, ceci pour dire que cela ne doit pas nous empêcher d'atteindre notre objectif. Cela n'a pas empêché les États-Unis de devenir aujourd'hui la première puissance mondiale. Cela n'a pas non plus empêché les États-Unis et l'Angleterre d'avoir des relations bilatérales les plus étroites. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui,
nous pouvons revoir les termes de notre contrat avec la France. Mais cela ne doit pas se faire dans la rébellion ni la haine. C'est pourquoi il faut un leader facilitateur. Il faut un leader qui aime l'Afrique et qui aime la France. Pas un leader assoiffé de pouvoir, assoiffé de gains égoïstes et illicites. En vérité, je suis certain que la France gagnerait beaucoup mieux dans des relations bilatérales acceptables quand nous sommes ses premiers consommateurs, nous sommes aussi le premier pays producteur de café et de cacao. Ivoiriens, Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire avait une population de 3 200 000 habitants en 1960. Aujourd'hui, elle compte 25 millions. Plus nous sommes nombreux et libres, mieux se portera la France et cette relation peut être bénéfique pour nous tous. En 1959, Félix Houphouët-Boigny devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire auprès de la France et le 7 août 1960, notre pays accéda à l'indépendance et puis le 20 septembre 1960, la Côte d'Ivoire est reconnue par l'ONU. Là, nous étions, ici nous sommes aujourd'hui 60 ans après et les élections à venir sont d'une importance capitale. Pourquoi suis-je candidat? Quelles sont mes motivations? Il faut dire qu'une grande partie de la population ivoirienne vit dans la faim et le chômage, dans la terreur et dans l'indignation, sans la liberté d'expression. Des milliers d'Ivoiriens sont forcés dans un asile politique ou économique. Sommes-nous restés fidèles à notre déclaration d'indépendance et à notre constitution, ou les avons-nous truqués par les guerres civiles, la corruption, les divisions et les régionalismes? Sommes-nous en train de bâtir une vraie société ivoirienne ou sommes-nous en train de bâtir un pays divisé en clans? Sommes-nous conscients de cette gangrène qui est en train de tuer l'esprit patriotique, mettant les égoïstes et les intérêts du parti politique, les intérêts de la religion et du clan avant ceux de la nation? Dans les 25 millions que compte la population ivoirienne, grand est le nombre des jeunes. Mais avons-nous mis en place un système pour le développement de ces jeunes, c'est-à-dire des écoles primaires et des universités compétitives mondialement? Ou sont-ils abandonnés au chômage, au manque d'éducation et à eux-mêmes? La Côte d'Ivoire a aussi un nombre croissant de mères sans mari ou sans emploi. Avons-nous mis en place un système social qui leur permet, qui leur garantit la santé, le logement et l'épanouissement? Avons-nous des institutions fortes et stables? Avons-nous un système judiciaire équitable? Ou avons-nous plutôt des institutions qui sont contrôlées par celui qui est au pouvoir, permettant ainsi à la corruption et à l'injustice de prendre le dessus? Ou avons-nous plutôt perdu la fondation de notre pays? Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les populations sont déplacées ou chassées de leurs terres sous les yeux de notre gouvernement. Mais quel message donnons-nous ainsi à nos communautés? Où avons-nous perdu la notion d'union et de communauté? Le BPC, le bac et j'en passe sont des systèmes ou examens qui bloquent et retardent le développement de nos étudiants. N'allons-nous pas les supprimer, considérant qu'ils sont désormais achetés sous la table et d'ailleurs, ils ne garantissent pas le succès ou l'emploi? Les USA n'ont pas le BPC ni le bac. En vérité, au vu de tout cela, je ne pouvais pas rester en marge et ne rien faire. Je ne pouvais pas rester silencieux et c'est pourquoi je me présente à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin d'apporter un nouveau leadership et le changement en Côte d'Ivoire. Avec moi, la Côte d'Ivoire entrera dans une ère nouvelle. Et j'en appelle à la conscience du peuple. Nous pouvons changer la trajectoire de notre public. Nous pouvons changer la trajectoire de notre futur et de notre pays. Mais cela ne peut pas se faire sans le dialogue, le pardon, la paix et l'union. Je ne vais pas terminer mon propos sans répondre aux commentaires plus hauts qui font la préoccupation des frères et sœurs ivoiriens. Il faut dire que je me suis battu et je continue à me battre pour le report des élections. Parce que je considère, pour citer le président Trump à travers la voix de son secrétaire d'État Mike Pompeo qui dit, et je cite, « La Côte d'Ivoire doit tenir des élections libres et équitables de manière pacifique, transparente et inclusive dans lesquelles la voix du peuple ivoirien sera librement exprimée et entendue. »
Fin de citation. Question devant nous. Est-ce que nous pouvons dire que les élections d'octobre prochain sont-elles libres et justes? Est-ce qu'elles sont pacifiques et transparentes? Est-ce qu'elles sont inclusives? Est-ce que la voix du peuple sera librement exprimée et entendue? Hier, 14 août 2020, les représentants de mon parti, avec à leur tête mon avocat, ils se sont présentés à la CEI, au siège de la CEI, Commission électorale indépendante, pour déposer mon dossier de candidature. Ils ont trouvé en face d'eux un bloc. Je répète, ils ont trouvé en face d'eux un bloc, un système en déphasage avec la Constitution. Et je viens présenter mon cas devant le peuple de Côte d'Ivoire, la CEDEAO et l'Organisation des États-Unis. En effet, non seulement le chef de l'État a pris un décret à 6 mois de l'élection présidentielle pour imposer 50 millions, il a aussi imposé des mesures interdisant des rassemblements et des voyages à l'intérieur du pays dus à COVID-19. C'est comme si quelqu'un vous demande de lui faire des omelettes sans casser les œufs qu'il vous donne. Je me battrai de toutes mes forces, avec tous les pouvoirs dont je dispose, pour arrêter cette injustice flagrante et éviter la Côte d'Ivoire un autre bain de sang, une autre guerre civile. Je considère que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour les élections. Je dis cela parce que toutes les villes du pays, y compris Abidjan, sont sous le contrôle des rebelles ou des groupes armés, et même les institutions qui vont parrainer ces élections, la CEI, la Cour constitutionnelle, elles sont soit sous le contrôle des rebelles ou partisans, soit elles ont perdu la confiance du peuple. Si les élections sont reportées, c'est mon souhait. Si les élections ont lieu, je veux aussi faire entendre ma voix et montrer à mon peuple que je me suis battu. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été un homme engagé. Pour moi, Dieu a offert un cadeau à chacun de nous. C'est le souffle de vie. Et ce cadeau vient avec un emballage, c'est la liberté. La vie et la liberté, cela vient ensemble, cela vient de Dieu. Sous mon mandat, nul n'ira en prison pour son opinion, nul ne perdra la vie dans les mains d'un autre être humain. Sous mon mandat, nul n'ira en prison pour son opinion, nul ne perdra sa vie dans la main d'un autre être humain, car Dieu nous a créés égaux. Je voudrais prendre mon propos et dire au peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes tous liés. Ivoiriens, Togolais, Béninois, Gabonais, Burkinabés, Guinéens, Camerounais, Congolais, Ghanéens, etc., etc. Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous aspirons tous à la paix et au bonheur. Nous pouvons vivre ensemble dans le respect mutuel. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, l'injustice, c'est comme le trou dans un habit, dit le révérend Dr Martin Luther King. Si tu n'y prends garde, c'est tout l'habit qui sera déchiré. C'est toute la société qui sera affectée. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, je suis un candidat pas comme les autres, parce que mes mains sont propres. Je suis un candidat pas comme les autres, parce que j'ai fait à la fois le village et la ville moderne. Mon père était un caporal de l'armée française, un chef de canton, chef de l'ancien cercle de Mans et un planteur de café cacao. Ma mère était une ménagère. L'aîné de ma famille, mon grand frère qui m'a élevé à partir de l'âge de 11 ans, était un juge de la Cour suprême et un homme très droit. Coretta Scott King, la veuve du révérend Martin Luther King, très tôt m'a enlevé en Côte d'Ivoire pour m'amener aux États-Unis quand j'étais étudiant. C'est ce beau pays qui m'a tout donné, éducation et formation. J'ai été invité par des présidents, les présidents Mandela, Jerry Rawlings, Konan Bédié, Barack Obama et bien d'autres figures. Depuis des années et à chaque crise que traverse mon pays, j'ai écrit aux sénateurs, au Congrès américain, au président Donald Trump, à l'ONU, à l'Élysée, etc., etc. Je suis un homme de tous les terrains. Je suis un homme qui n'a pas attendu 2020, la période des élections, pour venir m'adresser au peuple. C'est pourquoi, en ce jour solennel du 15 août 2020, je déclare mon engagement à ramener le pouvoir au peuple et dès le premier trimestre de mon mandat, je réaliserai la réconciliation nationale. En tant que président, je poserai mes actions sur une condition: réformer, retourner la Côte d'Ivoire à Dieu et nous vivrons, nous travaillerons dans un esprit d'unité. Nous pouvons surmonter tous les obstacles, réaliser la plénitude de la liberté et de la paix. Mes chers compatriotes,
quel est l'avenir que nous désirons? Quel avenir a plusieurs noms? L'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il est l'impossible. Pour les timides, il est l'inconnu. Pour le sérieux et le travailleur et le vaillant, il est idiot. Nos défis sont urgents. Nos défis sont énormes. Mais nous pouvons les relever avec Dieu. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Bani pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Bani, c'est une ère nouvelle. OK, la question est la suivante. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vous ai bien écouté. Que sera la place de la femme dans votre gouvernement? Je vous remercie. La question vient de Patti Adjoale, épouse Yao. Mon gouvernement, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il sera très réduit. Mon gouvernement sera composé de 10 membres, comparé à plus de 50 membres que vous voyez depuis un certain temps en Côte d'Ivoire. Mais dans ces 18 départements, les femmes joueront le même rôle que les hommes. En ce sens que, ayant vécu aux États-Unis pendant longtemps, j'ai compris que la femme peut exercer la même fonction que l'homme. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, des progrès ont été faits pour éliminer la discrimination dans les salaires, la discrimination entre les hommes et les femmes. Donc, à mon niveau, les femmes joueront un grand rôle. D'ailleurs, même dans toute ma vie, dans ma carrière politique, les femmes ont toujours joué un grand rôle. Les femmes joueront le même rôle que joueront les hommes dans mon gouvernement. Et merci pour votre question. Shalom. La question prochaine est de M. Akoueti Rémi. Shalom, M. Rémi. Et j'attends votre question. Que le webmaster va mettre sur l'écran. Dès que je la reçois, je répondrai. Que sera aussi celle des enfants démunis? Oui, dans mon discours, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Cette question, d'ailleurs, a plusieurs volets, où je disais que nous tenons compte dans mon gouvernement, nous tiendrons compte des femmes, des mères qui n'ont pas de mari et qui sont sans emploi, c'est-à-dire les femmes qui ont des enfants, mais qui n'ont pas d'emploi. Et nous allons développer, nous allons vraiment nous accentuer sur le social pour prendre en compte ces facteurs-là. Et pour ce qui concerne les enfants, l'école sera obligatoire et gratuite dans mon gouvernement. Sous mon mandat, l'école sera gratuite et obligatoire pour les enfants. Donc, pendant la période scolaire, on ne doit voir aucun enfant dehors ou bien dans le supermarché. Si la police te voit, tu seras arrêté et les parents doivent répondre de ça. Donc, je mets un accent particulier sur l'éducation des enfants, comme on nous l'a appris au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, rassurez-vous, les enfants, c'est l'avenir de la nation et il est du devoir du gouvernement de leur garantir, de leur assurer la bonne éducation à travers l'école.
Je vous remercie. J'espère avoir répondu à votre question et j'attends la suivante. La prochaine question, elle a disparu, elle va revenir. OK. La prochaine question vient de Rocky. Bonsoir, Président. Que prévoyez-vous pour les anciens présidents? C'est une très bonne question qui m'amène à vous faire un témoignage. C'était entre janvier et février. J'ai écrit au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour lui faire des propositions à ma qualité de président de parti et de candidat aux élections présidentielles. Je lui ai dit ceci. Monsieur le chef d'État, vous avez fait votre part pendant 10 ans. Vous avez fait ce que vous pouvez. Vous avez fait ce que Dieu vous a permis de faire. Des gens vont aimer, vont reconnaître ce que vous avez fait. D'autres personnes vont critiquer ce que vous avez fait. C'est ça la démocratie. Jamais vous ne trouverez 100% de personnes qui vont apprécier ce que vous faites et jamais vous ne verrez 100% de personnes qui vont rejeter ce que vous faites. Donc, ce que je vous propose, monsieur le chef d'État, et ce que je souhaite, c'est que vous vous retiriez, comme le dit la Constitution, après votre 2e mandat. Et moi, Dr Bani, je vous promets que si Dieu me bénit d'être à la présidence, je vous promets et je vous garantis tous les honneurs d'un ancien président. Je promets la même chose à tous les anciens présidents. Vous aurez vos salaires, vous aurez la sécurité et les biens, vos biens seront aussi protégés. Je l'ai écrit en noir et blanc, c'est un engagement pour moi. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette question qui m'amène à faire ce témoignage-là. Merci. La prochaine question, comment voyez-vous la réconciliation? La réconciliation aujourd'hui est pour moi la cheville ouvrière de mon gouvernement. La réconciliation, comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, elle sera ma première préoccupation les 3 premiers mois de mon mandat. Mon ministre de l'Intérieur et tous les membres du gouvernement seront appelés à travailler ardemment pour que durant les 3 premiers mois de mon mandat, nous réalisons la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Parce que, sans passer par là, il sera très difficile d'espérer avoir réussi son mandat. Parce que, tant que les communautés, je prends des exemples, si à Yopougon, il n'y a pas de paix, si à Korogo, il n'y a pas de paix, la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, ne sera pas en paix. Il est très important que dans toutes les communautés, il y ait la paix et la stabilité afin que la Côte d'Ivoire soit sur une fondation solide. Et c'est comme ça d'ailleurs dans tous les pays développés. L'accent est sérieusement mis sur le développement et la stabilité dans les communautés. Je vous donne un exemple. Pour nous qui sommes en Occident, quand tu as un problème avec l'immigration et qu'on te met en déportation, quand tu arrêtes, c'est que tu as un pas pour être déporté. Et à ce moment précis, ce qui peut t'aider pour arrêter la déportation, c'est une lettre de ta communauté. Si tu fais partie d'une communauté, c'est-à-dire une église, ou bien une association fraternelle, ou bien une association quelconque, qui écrit au juge d'immigration pour lui dire que ce monsieur, nous donnons notre caution, nous donnons notre sponsorship, que c'est une personne bien. Le juge, dans la plupart des cas, dans 90% des cas, il annule la déportation. Donc, une communauté assise, une communauté paisible, c'est très important. Et aux États-Unis, je donne l'exemple des États-Unis parce que c'est celui que je connais, les églises bénéficient de nombreux avantages parce que les églises sont appelées à jouer un rôle très important dans la communauté. Donc, voyez-vous, mon gouvernement mettra un accent particulier pour la réalisation
de la réconciliation nationale parce que cela va permettre aux communautés de vivre paisiblement. La prochaine question, oui, c'est ça. Comment voyez-vous la réconciliation? Je vous remercie. Donc, la prochaine question, c'est moi, je suis au Togo et voudrais savoir pourquoi les présidents africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, veulent toujours être au pouvoir pour toute leur vie. Oui, justement, j'ai souvent dit dans mes allocutions que je ne m'étais pas préparé pour être candidat présidentiel en Côte d'Ivoire. Ce n'était même pas dans mes projets. C'est seulement en 2018 que je me suis déclaré parce que j'ai vu la souffrance de mes parents, parce que j'ai vu les injustices. Et je peux vous garantir que les temps à venir, les choses vont changer en Afrique. Parce que je sais que le président Donald Trump a une politique pour l'Afrique qui va changer catégoriquement l'image de l'Afrique. D'après ce que je sais, le président Trump a un programme pour travailler avec l'Union africaine afin que désormais, il n'y ait plus de 2 mandats. C'est-à-dire chaque chef d'État, ce sera une loi qui sera affichée sur les murs de l'ONU et qui sera dans toutes les constitutions. Il n'y aura plus, aucun président ne fera plus de 2 mandats. C'est pourquoi je prie que le président Trump soit réélu pour que l'Afrique soit libre. Très bonne question, je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Président. Qu'attendez-vous de l'Europe? L'Europe, je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, quand je parle de la France, je parle de toute l'Europe. Nous avons des relations très approfondies avec l'Europe. D'ailleurs, la plupart des Ivoiriens évoluent en Europe. La plupart des Ivoiriens qui vont en Occident évoluent en Europe. C'est seulement ces derniers temps que certains viennent aux États-Unis. Donc, l'Europe dans son ensemble représente un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et nous allons continuer à développer ces relations-là. Que ce soit avec la France, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec l'Espagne. Nous avons toutes ces chancelleries en Côte d'Ivoire. Et je pense que déjà nous avons de bonnes relations avec ces pays. Je vous remercie pour la question. Autre question, c'est vrai, vous avez parlé des enfants et c'est des enfants microbes. Oui, merci pour cette question aussi. Le premier point dans mon programme de gouvernement que j'appelle mon contrat social avec la Côte d'Ivoire, c'est la réformation du système judiciaire. Après cela viennent toutes les autres institutions. Parce que je considère que sans un système judiciaire équitable, on ne peut pas bâtir une nation. Sans un système judiciaire stable, on n'a pas de constitution stable. C'est-à-dire chaque chef d'État qui vient, chaque gouvernement qui vient peut changer ça à sa guise. Donc, quand nous parlons d'un système de justice stable, cela englobe tout ce qui est crime, cela englobe tout ce qui est corruption. Et mon programme de gouvernement est sur mon site. Quand vous allez sur mon site, www.davidbani.com, vous cherchez le chapitre des thèmes. Et dans ces thèmes, j'ai développé ce programme de gouvernement où, en détail, je vous parle de chaque sujet. Pour ce qui concerne les microbes, je le répète, cela va disparaître dans les 3 premiers mois de mon mandat. Je vais charger mon ministre de l'Intérieur de s'occuper de ça et ça se passera comme sous le mandat du général Guèye. J'apprécie, et je ne suis pas le seul qui a apprécié le travail qu'a fait le général Guèye pendant ce temps-là. Nous allons nous atteler pour que tous les 3 premiers mois de mon mandat, on ne parle pas de crimes ni à Abidjan ni à l'intérieur du pays. Prochaine question. Monsieur le Président, aujourd'hui, la jeunesse africaine court vers l'Occident. Quel sera votre si vous êtes élu? Oui, non seulement l'Afrique se vide de ses bras les plus valides, mais en même temps, cette jeunesse qui va en Occident à la recherche du bonheur dans sa majorité, elle périt. Elle périt dans les eaux maritimes. Et il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé à ce sujet. Et dans le temps, j'ai écrit à la France et puis à certains pays pour faire des propositions de solutions. Les solutions, c'est à la source, c'est-à-dire les pays d'où viennent ces jeunes-là. Il faut créer des emplois aux jeunes.
il faut occuper les jeunes. Nous ne disons pas que tous les jeunes doivent avoir le doctorat. Nous ne disons pas que tous les jeunes doivent avoir le baccalauréat. Mais on peut les occuper dans leur pays en créant non seulement des infrastructures, des emplois, mais aussi créer des programmes de financement, des programmes de subvention pour leur permettre de créer leurs propres entreprises. Et puis aussi, il faut fermer les loopholes des organisations intermédiaires qui prennent de l'argent pour expédier ces jeunes-là vers le péril. Et tout ça, ça va dépendre d'un système de justice sur lequel on peut compter. Parce que le problème majeur de la Côte d'Ivoire, l'un des problèmes majeurs de la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Et dans mon gouvernement, nous prévoyons un département pour s'occuper spécialement de la corruption, pour lutter contre la corruption. Dans mon gouvernement, si un juge est acheté bien corrompu, c'est un exemple que je donne. Si un juge, un policier, un douanier est corrompu, je pense qu'il va signer là pour sa retraite en même temps. Je ne permettrai pas cela. J'ai été élevé par un homme qui était droit. Mon père était un chef, il réglait les conflits. Et j'ai été élevé par un juge et j'ai fait le droit et je suis un homme de Dieu. Donc mes convictions sont basées sur ce qui est droit. Et nous allons appliquer cela dans mon gouvernement. Je vous remercie. Prochaine question. Bonsoir, Monsieur le Président. Concrètement, avez-vous une structure qui s'occupe de votre campagne? Ben, je vous invite. Merci pour la question, je vous invite. Le Parti patriotique progressiste est représenté en Côte d'Ivoire et nous tenons les réunions tous les premiers samedis du mois. Nous avons ouvert notre siège il n'y a pas longtemps à Yopougon. Pourquoi Yopougon? D'aucuns voulaient comprendre le siège à Cocody. J'ai dit non, je vais à Yopougon. Parce que Yopougon, c'est le cœur de la capitale, c'est le cœur du peuple. Et j'ai donné l'exemple du président Bill Clinton. Quand le président Bill Clinton il a fini ses 2 mandats à la Maison-Blanche, il avait les moyens et le choix pour aller s'installer à Manhattan, qui est la ville luxueuse de New York. Mais vous savez où il est parti? Il est parti à Harlem. Dans le temps, on parlait de Harlem. C'était comme à Bobo, si on peut le dire. Et depuis que le président Clinton s'est installé à Harlem, ça a changé l'image de cette ville. Harlem, aujourd'hui, est devenu un exemple à New York. Tout le monde aime Harlem. Donc, je considère que le PPCI peut aller à Yopougon. Et nous avons installé nos sièges à Yopougon. D'ailleurs, même l'inauguration se prépare pour très bientôt. Donc, pour ce qui concerne ma campagne aussi, vous pouvez joindre la campagne. Allez sur www.davidbani.com et vous pouvez remplir la forme de contact ou bien vous pouvez remplir la forme de volontaire. Vous serez les bienvenus. Et nous sommes toujours ouverts aussi aux suggestions, aux commentaires, aux questions. Voilà. La prochaine question, monsieur. OK, ça c'est... Merci, je vous remercie aussi. Nous pouvons encore prendre 2 ou 3 questions et avant de partir. OK. Monsieur le Président, avez-vous un plan pour la santé au pays car c'est un domaine où il y a beaucoup à faire? Oui, en effet. Et juste pour vous donner un aperçu, sinon cela fait partie de mon programme de gouvernement dont j'ai parlé tout à l'heure qui est disponible sur notre site. La santé, l'économie, la sécurité, disons la santé, l'économie et la défense sont 3 facteurs très importants, 3 facteurs primordiaux dans le développement d'un pays. La défense, l'économie, la santé. Et pour ce qui me concerne, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un grand retard dans le domaine de la santé. Et je le dis vraiment avec un pincement au cœur, beaucoup d'Ivoiriens meurent aujourd'hui très tôt. Beaucoup d'Ivoiriens meurent très tôt, non seulement faute de moyens pour se soigner, mais aussi les recherches scientifiques ne sont pas avancées. Et dans mon plan de gouvernement, nous travaillons là-dessus pour permettre aux recherches de se faire, pour prévenir les maladies, et puis aussi pour permettre aux Ivoiriens d'avoir la couverture sociale pour la santé, comme c'est fait dans beaucoup de pays. Là, ce ne sont pas les moyens qui manquent à la Côte d'Ivoire. Ça,
je challenge quiconque pour me dire le contraire. Nous sommes le premier pays producteur mondial de café cacao. Et le président Houphouët-Boigny, il y a plus de 30 ans, a basé le développement de la Côte d'Ivoire sur une seule matière, c'est-à-dire l'agriculture. Mais aujourd'hui, non seulement nous avons l'agriculture, nous avons l'or et le diamant, nous avons le fer, les montagnes de Mars sont remplies de fer. Je ne sais pas si ce que j'ai appris est vrai, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais il paraît que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donné ce gisement de fer à l'Inde. Ce serait vraiment un crime contre la nation. Parce que ce gisement de fer qui se trouve à l'ouest, on pourrait former des jeunes ingénieurs pour transformer ce fer-là et puis le vendre. On pourrait, aujourd'hui, il n'y a pas de route qui va à l'intérieur du pays. Pourquoi ne pas faire un chemin de fer entre l'Est et l'Ouest? On a déjà un chemin de fer entre Abidjan et le Burkina Faso. Mais l'Ouest, qui produit le café, le cacao, la banane, le riz, tout ce que vous imaginez dont on vit à Abidjan, il n'y a pas de route pour aller à l'Ouest. Et nous produisons le fer. Où va se faire, à quoi ça sert? Donc, ce ne sont pas les ressources qui manquent à la Côte d'Ivoire. Nous avons les ressources, mais seulement elles sont mal gérées, elles sont mal exploitées. C'est pourquoi il est très important que ces élections connaissent le changement avec quelqu'un qui a les mains propres, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Pour ce qui me concerne, si le peuple de Côte d'Ivoire me fait confiance, je promets le changement diamétral des 2 premières années. Nous allons avoir les universités les plus avancées. Je prends un exemple. La Corée du Nord. La superficie de la Côte d'Ivoire est plus grande que celle de la Corée du Nord. La Corée du Nord, si j'ai bonne mémoire, elle fait autour de 100 et quelques, moins de 200 km². La Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Vous savez combien d'universités a la Corée du Nord? La Corée du Nord a plus de 300 universités. Plus de 300 universités. Tu prends un État américain, il y a plusieurs universités. Et combien d'universités à la Côte d'Ivoire? Tout ça, c'est un retard que nous devons combler. Et ça ne sera comblé que par quelqu'un qui aime ce pays. Qui aime ce pays, il vous appartient de lire entre les lignes. Qui aime la Côte d'Ivoire? C'est une très bonne question, je vous remercie. Nous revenons à la question de M. Lotfi. Monsieur le Président, vous avez parlé d'Union africaine. Qu'en est-il des ACP et appelez-vous les pays à intervenir contre ce 3e mandat comme au Mali ou en Guinée? Bon, c'est une très bonne question, mais ayant vécu l'expérience ivoirienne en 2010 et en 2011, je ne proposerai pas cette solution parce que ça n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Et je pense que le meilleur moyen de régler ce problème, bien sûr, la Cour africaine des droits de l'homme, qui malheureusement n'a pas de pouvoir de police, mais quand elle intervient, quand elle produit des décisions, ce sont des décisions juridiques sur lesquelles l'ONU ou bien les organisations internationales peuvent s'appuyer. Mais quant à l'Union africaine puis la CEDEAO, elles ont perdu la crédibilité. Elles ont beaucoup perdu leur crédibilité. Et c'est pourquoi je salue le projet du président Trump pour réformer l'Union africaine, pour aider à réformer l'Union africaine et la rendre indépendante. Parce que l'Union africaine n'est pas indépendante, malheureusement. Donc, c'est ce que je peux dire à cette question. Merci. Prochaine question. Avec la situation actuelle des politiciens ivoiriens qui sont en prison et tout en exil, que pensez-vous? Bon, j'ai déjà répondu à cette question. Hein. J'y ai déjà répondu. J'ai dit que j'ai commencé depuis longtemps, depuis au moins 2 ans, plus de 2 ans d'ailleurs, c'est depuis la crise ivoirienne. Je lutte pour la libération des prisonniers politiques. Et si le peuple me bénit d'être le prochain leader de la Côte d'Ivoire, le premier jour, je rentre, je prends la chaise au palais
Je signe pour la libération de tous les prisonniers politiques. Les seules personnes qui seront en prison, ce seront les criminels. Il n'y aura pas de prisonniers politiques. Que pensez-vous de la spiritualité concernant la situation politique? Je suis un pasteur, je suis un oint de Dieu et je suis fier de le dire parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et j'ai apprécié l'exemple de deux pays africains, dans le Congo, avec qui le président congolais a publiquement, officiellement confié son pays dans les mains de Dieu. Je compte faire la même chose pour la Côte d'Ivoire. Nous allons remettre la Côte d'Ivoire dans les mains de Dieu. Et sous mon mandat, nous n'allons plus voir les enlèvements d'enfants, les enlèvements de grandes personnes. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est une raison de plus pour le peuple de Côte d'Ivoire de savoir qui votait en 2020. Parce que beaucoup vous font croire qu'ils aiment Dieu. Beaucoup vous font croire qu'ils aiment le peuple. Mais au fond, ils font des rituels avec vos enfants, avec vos frères, avec vos sœurs, pour avoir le pouvoir. Moi, je ne lave pas mes mains dans ces choses sales-là. Je ne lave pas mes mains dans ces choses sales. Je ne laverai jamais mes mains dans ces choses sales. D'ailleurs, j'ai signé une alliance avec Dieu qui m'empêche de m'engager dans cette direction. Donc, ce que je pense de la spiritualité, vous savez que le droit même, le droit sur lequel on s'inspire pour vivre dans la société, pour créer les lois, le droit vient de la spiritualité. Le droit vient de la Bible. Donc, qui dit spiritualité dit le bon chemin, dit la bonne gouvernance, dit la bonne conduite. Donc, la spiritualité, pour moi, c'est une fondation, c'est un guide pour bien mener cette barque. Très bonne question. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je vous remercie. Donc, que le webmaster me fasse un signe. S'il n'y a plus de questions, baisse les autres questions. On va dire le dernier mot et puis remercier les internautes. Bon, mon webmaster est en train de m'écrire. OK, on me dit que je peux conclure. Ben, je voudrais vous rappeler, peuple de Côte d'Ivoire, pays de la CEDEAO qui sont en Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France, tous les amis de la Côte d'Ivoire. Hier, j'ai participé aussi à la marche de protestation à Washington devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons fait cela en union avec tous les partis, mais sans forcément avoir la même vision ou bien la même politique. Mais tous les partis d'opposition, et je dirais même 40% de la masse silencieuse ivoirienne, ne veut pas du troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara. Je ne pense pas que ça soit personnel, mais je pense que c'est un devoir de respect envers la Constitution. C'est un devoir de respect de la part du chef de l'État lui-même qui s'est tenu debout devant le peuple et le monde entier pour dire qu'il ne fera pas un troisième mandat. À partir de ce moment, rien ne devrait justifier quoi que ce soit pour que le chef de l'État revienne sur sa décision. Je n'ai pas voulu m'attarder sur ce facteur-là pendant mon allocution parce que je considère qu'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est déjà trop divisée. Nous devons aller vers la paix. Parce que ça ne servirait. Plus nous cassons, plus nous tuons, plus nous approfondissons la plaie. Et mon appel s'adresse au chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme je le lui ai écrit en janvier 2020 dans une lettre officielle, que ce qu'il a fait, c'est bon, c'est apprécié, qu'il se retire
comme le réclame, comme le dit la Constitution. La Constitution, tout amendement pour changer le terme de mandat de la Constitution, c'est un tripatouillage, c'est illégal. Il n'y a rien à dire. Dans toutes les constitutions, je ne sais pas quel juriste vous allez réveiller de son tombeau qui va vous tourner ici les formules pour dire que bon, c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Non, 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 ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit. Donc, le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'a pas d'excuse pour faire un troisième mandat. Il faut qu'il donne le bon exemple parce que avant lui, il y avait des présidents en Côte d'Ivoire qui sont partis. Après lui, il y aura d'autres présidents. Mais imaginez qu'il fasse 2 mandats, 3 mandats, et puis Dieu l'appelle pour partir après 40 ans. Mais celui qui va venir après lui, il va vouloir faire la même chose. Donc, dans des pays développés, et puis, permettez-moi aussi de revenir un peu encore sur d'aller un peu derrière. Sur le code électoral lui-même. J'ai interpellé je prends la presse à témoin, j'ai interpellé le chef de l'État. On était à 1 an des élections. Je dis, mais c'est quand nous allons connaître le code électoral parce que, d'abord même, on ne peut pas faire un code électoral à 1 an des élections. Si le chef de l'État voulait écrire un code électoral, cela devrait se faire avant 2015. C'est-à-dire qu'il a été élu en 2010. Avant 2015, avant 2015, c'est ce code électoral qui devrait nous servir aujourd'hui en 2020. Mais on ne prend pas un code électoral après que tu sois élu et pendant la période où tu seras candidat. C'est moralement inacceptable et c'est anticonstitutionnel. On vous intimide en Côte d'Ivoire pour vous donner ce genre de salade à manger. C'est inacceptable. Voilà pourquoi j'ai donné des instructions à mes représentants d'aller déposer mon dossier à la CEI. Parce que le président George Washington, qui est l'instigateur de la célèbre constitution américaine, qui a fait de ce pays la première puissance mondiale. C'est grâce à sa constitution que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Ce n'est pas à cause des armes militaires, bien des bateaux qui vont bien les avions. Donc, le président George Washington a dit, quand une loi est anticonstitutionnelle, quand une loi est injuste, nous pouvons non seulement la refuser, nous avons l'obligation de ne pas la respecter. Ça, c'était George Washington. Le révérend docteur Martin Luther King, qui est ma source d'inspiration spirituelle et politique, il a dit et il a écrit, une loi qui est injuste peut être violée. Je veux respecter l'entité du chef de l'État. Donc, je lui donne le temps de revoir certaines décisions qu'il a prises. Parce qu'aujourd'hui, je peux amener mon cas devant les juges. Un juge qui a fait le droit, qui a étudié le droit, qui est doté d'une bonne moralité, il ne peut pas rejeter une candidature basée sur cette constitution qui a été prise à 6 mois des élections. Ça ne se fait pas. Je vous donnerai un autre exemple. Et je vous donne encore, je cite les États-Unis parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, il y a beaucoup de pays comme ça. Les États-Unis font plus de 320 millions, la population. Et vous savez combien de signatures on demande? On demande 10 000 signatures pour un candidat, pour un sénateur. Et les 10 000 signatures, ce n'est pas à 3 mois des élections, ce n'est pas à 6 mois des élections, c'est 4 ans en avance. C'est-à-dire, si tu veux changer les lois électorales, tu les fais 4 ans ou bien 5 ans avant les élections. Pas pendant ton mandat. C'est-à-dire, le président Trump est président aujourd'hui. Son mandat finit en novembre. Il ne peut pas se permettre de prendre une loi pour ces élections dans lesquelles nous sommes. S'il prend une décision, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui va prendre les décisions, c'est le Congrès. Mais si le Congrès décide de prendre des décisions qui concernent les élections, mais s'il doit prendre un référendum ou bien un décret, ce décret ne s'appliquera qu'après les élections de 2024. Donc, ce code électoral que M. Alassane Ouattara vient de prendre, il ne s'appliquera dans le droit
Si on veut respecter le droit, il ne doit s'appliquer qu'à partir de 2025, pas en 2020. Pas en 2020. C'est pourquoi je suis convaincu que ma candidature sera acceptée si je ne donne pas de parrainage ou bien si je ne donne pas la portion de 50 millions. Parce que dans la Constitution, il était dit que tu donnes 20 millions. Donc, sur ce point, tous les jurys se sont prononcés, même les proches du président l'ont dit. Donc, je suis serein. Je suis serein. Et c'est une très bonne question que vous avez posée. Donc, que les Ivoiriens continuent à lutter pour le report des élections, pour que les élections soient transparentes, pour que les élections soient inclusives, pour la libération des prisonniers politiques. Et enfin, je remercie les progressistes, ces jeunes qui se battent, à qui je ne donne pas d'argent. Parce que dans les autres partis, on distribue de l'argent. On distribue des boîtes de sardines. On distribue des postes. Je ne donne rien à ces jeunes du Parti progressiste. Ils payent leur propre transport, ils viennent de l'intérieur du pays. Ils payent leur propre transport, ils viennent d'Abobo, de Port-Boué, de Yopougon pour venir participer aux réunions. Je veux les former avec l'amour de la patrie. Et je suis fier d'eux. Je bénis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Rétablir l'état de droit, la promesse de réformer le système judiciaire et les institutions étatistes, garantir la séparation des pouvoirs, l'égalité des peuples et retourner le pouvoir au peuple, tels sont les principes du docteur David Banny pour fonder une bonne gouvernance et un développement stable au travers du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 août 2020, à partir de 19h GMT en direct live des réseaux sociaux, le leader chevalier de justice se prononcera sur les thématiques suivantes. Pourquoi un troisième mandat de Ouattara serait immoral et anticonstitutionnel? Un code électoral raciste dessiné pour éliminer les Ivoiriens de souche et les non-proches de Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, avec le docteur David Banny, c'est une ère nouvelle.